Bonsoir à tous, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans cette rédaction de Mediapart. Où va la France? Ça commence maintenant à 19 h et ça se poursuivra jusqu'à 22 h 30, 23 h avec Edoui Plenel tout à l'heure, avec des élus. Il y aura 6 élus de gauche, 3 du Parti Socialiste, 2 d'Europe Écologie Les Verts, 1 du Front de Gauche. Et où va la France? Ben oui, c'est la question qu'on a décidé de se poser aujourd'hui devant l'effet de sidération. Je crois que le mot n'est pas trop fort, que provoquent non seulement les aveux de Jérôme Cahuzac, mais aussi la multiplication des affaires. Pour ce rendez-vous d'abord de 19 h, nous avons choisi de mettre en présence, de faire dialoguer 2 intellectuels français qui sont, en tout cas en apparence, opposés sur un point. Ce point, c'est le Front National. Est-ce qu'il y a une montée inéluctable du Front National? Donc nous avons titré cette émission « Doit-on craindre une explosion du vote EFED ?» Ces deux auteurs, ce sont Emmanuel Todd, qui publie avec Hervé Lebras Le Mystère français. C'est dans la collection La République des idées au Seuil. Et Bernard Stiegler, qui lui publie chez Flammarion, dans la collection Bibliothèque des Savoirs, Pharmacologie du Front National, suivi du vocabulaire d'Ars Industrialis, rédigé par Victor Petit. Bernard Stiegler, vous êtes philosophe, spécialisé en partie dans la philosophie de la technique. Vous dirigez une fondation, une association qui se propose de réfléchir aux enjeux du numérique, qui s'appelle donc Ars Industrialis. Et dans ce livre, on lit cette phrase « Car si le président de la République et le Premier ministre échouent, l'extrême droite occupera la place centrale à l'issue du prochain scrutin présidentiel de 2007. » Le livre ne se résume évidemment pas à cette phrase, mais elle s'y trouve. Et dans un journal que je connais bien, puisqu'il s'agit des Inrecuptibles, on vous a interviewé il y a une semaine, et là vous disiez carrément, Marine Le Pen, si ça continue comme ça, sera élue, non seulement sera au second tour, mais risque d'être élue présidente de la République en 2017. Lebras et Todd, voilà ce qu'ils répondent dans ce livre, Le Mystère français. Alors là, c'est juste le dernier chapitre qui est consacré au Front National. Vous écrivez, Emmanuel Todd, avec Hervé Lebras, le FN pourrait donc connaître une chute plus rapide que celle du PCF, dont l'idéologie n'était pas, elle, en complète contradiction avec l'histoire de France. Je dois aussi ajouter que les 2 livres sont aussi dissemblables que possible. D'un côté, Bernard Stiegler, c'est un livre de philosophe. De l'autre, c'est un livre de démographe et d'anthropologue. Donc les 2 livres sont très différents. Vos disciplines scientifiques sont très différentes. Mais le constat que vous faites est totalement opposé. Alors, j'ai envie de commencer par vous, parce qu'on commence par les Cassandres, c'est normal. Quand vous dites ça, Marine Le Pen sera au centre du jeu. Elle pourra être au second tour et elle pourra même être élue en 2017. Cette phrase, j'ai eu la surprise de l'entendre face à moi, reprise par un animateur de télévision qui s'appelle Thierry Ardisson, devant Marine Le Pen. Il le disait avec une certaine délectation. Et elle, naturellement, se délectait qu'il le dise. Vous ne balancez pas ça comme ça. Quelle réflexion, comment arrivez-vous à cette conclusion qu'on peut trouver catastrophiste ? Alors d'abord, c'est une thèse que j'ai avancée avant ce livre-là, dans Télérama, il y a 1 an et demi. Enfin, un peu moins d'1 an et demi. Télérama m'avait demandé d'intervenir, comme à beaucoup de gens d'ailleurs, c'était toutes les semaines, une intervention sur ce qu'on percevait de la campagne électorale, telle qu'elle se menait. Je crois que Hollande, à ce moment-là, était déjà investi pour être président de la République, oui. Et donc... C'était il y a 1 an. C'était il y a un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. C'était au mois de janvier ou février. J'étais intervenu pas tout seul, parce que j'avais dit, moi je n'interviens pas tout seul, c'est Ars Industrialis qui intervient. Donc nous étions une vingtaine à intervenir. Nous avions invité d'ailleurs des gens qui ne sont pas des membres d'Ars Industrialis, comme Patrick Bouchain et des gens comme ça. Et ce que nous disions, c'était que nous disions déjà, d'abord il faut aider la gauche. Il faut aider Hollande, même s'il ne nous plaît pas, par exemple, même si on n'a pas voté pour lui aux primaires ou je ne sais quoi, parce que, vu la gravité de la crise, que j'appelle ici une hypercrise, ce que d'autres appellent une mutation, j'appelle aussi ça une mutation, vu l'extrême importance d'entrer dans ce que nous appelons une économie de transition, une phase de transition, dans un contexte que nous analysons, nous, comme
un changement de modèle industriel radical et qui pose des problèmes absolument nouveaux, aucune fois dans l'histoire de l'humanité on a rencontré, par rapport auxquels d'ailleurs l'Europe et la France en particulier sont très désarmées. Disons, si on n'arrive pas à franchir cette période de transition, il y aura une extrémisation et elle sera à droite, elle ne sera pas à gauche. Elle sera à droite parce que d'abord la gauche est décervelée, et massivement décervelée, l'extrême gauche comme la gauche la moins à gauche, si je puis dire, et d'autre part parce que l'extrême droite est portée, et je dis bien l'extrême droite, pas seulement le Front National, et pas seulement en Europe, pas seulement en France, je veux dire, l'extrême droite est portée par les effets pervers, très très pervers, de la révolution conservatrice que jusqu'à maintenant, à notre avis, personne n'a vraiment critiqué. Cette révolution conservatrice, et d'ailleurs l'affaire Cahuzac est perçue par les électeurs du Front National, mais pas seulement par eux, et pas seulement par leurs électeurs. Moi je ne m'intéresse pas aux électeurs du Front National, je m'intéresse aux idées du Front National. Donc il y a des idées du Front National à l'UMP par exemple, mais il y en a même à gauche. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Les électeurs du Front National, je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas analyser tout ça, et d'ailleurs, ça m'intéresse relativement peu. Par contre, ce que pensent les électeurs du Front National m'intéresse beaucoup. Mais, en même temps, dans le livre, Bernard Stiegler, vous considérez qu'il faut aussi s'occuper des électeurs du Front National. Vous dites même qu'il s'agit de les soigner. Tout à fait. Et vous dites même que la technique du Front National, d'où le terme de pharmacologie, c'est de désigner certains autres comme des boucs émissaires, mais vous critiquez aussi ce que vous appelez la bêtise et la lâcheté des gens de gauche, qui, eux, transforment en bouc émissaire les 10 électeurs du Front National. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on est toujours le bouc émissaire de quelqu'un, et vous dites qu'au fond, ça participe de la même bêtise. Absolument. Je cite le mot. Absolument. Et la bêtise est derrière la question dans son ensemble. Et quand je dis la bêtise, je ne suis pas en train de dire la bêtise des électeurs du Front National ou même des militants du Front National, qui est très grande par ailleurs, mais elle est très largement partagée. J'ai dit ailleurs, la chose du monde la mieux partagée aujourd'hui, c'est la bêtise, parce que la révolution conservatrice a organisé la domination, ce que j'appelle la bêtise systémique. Alors, quand nous disions, il y a déjà 15 ou 16 mois, que Marine Le Pen risquait d'être en 2017, c'était le titre de l'article que j'avais écrit. Le vrai sujet, c'était 2017, Marine Le Pen sera-t-elle au deuxième tour et peut-être élue. Ça signifiait que nous considérons que nous avons affaire à une tendance là qui est très profonde, mais qui c'est là que ça ne concerne pas que le Front National. C'est l'extrême droitisation de la société. J'ai repris cette problématique dans ce livre, je commence comme cela, en soulignant ce qui, je trouve, a été très très peu remarqué, que 5 jours avant l'élection de François Hollande, 37% des Français se déclarent partager les idées du Front National. Bien évidemment, il n'y a pas 37% d'électeurs de Mme Le Pen. Donc le problème, moi, qui m'importe, ce n'est pas les électeurs. Ça, c'est une question électoraliste pour moi. Ce qui m'importe, c'est les idées. Et ces idées-là, eh bien, je pense qu'elles sont au-dessus de 40% aujourd'hui, même certainement, peut-être encore beaucoup plus que cela. En tout cas, au moment où Hollande est élu, l'extrême droite est majoritaire. Majoritaire relativement, mais majoritaire. Très devant l'UMP, le PS, l'extrême gauche. Et ça, je pense, ça doit faire l'objet d'analyses très approfondies. Alors, notre point de vue à nous, qui essayons d'aborder ces questions à la fois politiquement et économiquement, sans pratiquer un économisme réductionniste, car ce que nous disons, en effet, comme vous l'avez souligné, c'est que, alors, parce que nous nous intéressons beaucoup au malaise du Front National en tant que tel en France, et nous disons que c'est une souffrance de l'attention. Les gens qui souffrent au Front National de frustration qui les amène à partager cette idée-là, c'est des gens qui se sentent ne plus faire l'objet d'aucune attention et dont on se contrefout de la manière dont on va leur donner une capacité à développer des processus attentionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, en fait, c'est bien connu, surtout des économistes du XXe siècle, le capitalisme consumériste en particulier, c'est une économie de l'attention. Et cette économie de l'attention, eh bien, en quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste à capter l'attention et à la détruire. Typiquement, Patrick Lelay, l'énoncier archi connu maintenant du temps de cerveau disponible. C'était l'ancien patron de TF1 qui disait que son boulot, c'était de vendre à des annonceurs, donc à Coca-Cola, mettons, du temps de cerveau disponible de ses téléspectateurs. Voilà. Et le problème, c'est que cette vente de temps de cerveau disponible détruit la capacité attentionnelle. L'attention, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit à travers l'éducation.
l'éducation par la famille, par toutes les structures que décrit très très bien Emmanuel Todd d'ailleurs. Et cette construction intentionnelle, elle a été abandonnée. Alors d'abord, elle a été menacée au début du consumérisme, il y a pratiquement un siècle, mais à partir de la révolution conservatrice, elle a été littéralement abandonnée. Parce que la révolution conservatrice dit, la seule chose qui compte, c'est le marché, donc il n'y a plus besoin de structure publique, de sphère publique. Or, cette sphère publique, c'est elle qui prend en charge cette construction de l'attention. Donc ce que nous disons, nous, c'est que tant qu'il n'y aura pas à gauche, d'abord une critique très radicale de la révolution conservatrice, et donc de la gauche, qui a pour une large part repris les énoncés de la révolution conservatrice en les gauchisant, si je puis dire. Et d'autre part, la construction d'un nouveau projet qui concerne la capacité d'une puissance publique à donner de la visibilité sur l'avenir, c'est-à-dire à s'engager dans la troisième mutation industrielle, eh bien le Front National progressera, inévitablement. Et pour le moment, il n'y a pas cette perspective que nous essayons en revanche, nous, d'apporter dans ce livre notamment. Alors Emmanuel Todd, dans tout ce que vient de dire Bernard Stiegler, vous partez de ce que vous voulez, mais moi j'ai retenu un point d'accord, c'est que lui il parle de l'extrême droitisation de la société française. Ben, j'allais partir de là. Voilà, mais vous avec Hervé Lebras, vous vous contentez de la droitisation. Je vais m'insérer raisonnablement. Donc avec Lebras, on a étudié la dérive à droite générale du corps électoral français, des gens qui existent. Le glissement vers le centre du PS, le glissement vers la droite de l'UMP, et puis ce Front national qui est là. Mais on explique ce glissement à droite sans référence à des choses idéologiques très compliquées. Pour moi, les dirigeants du Front national sont des gens d'extrême droite à l'ancienne, et je ne crois pas une minute, je dirais, au changement de nature des dirigeants du Front National. C'est la vieille extrême droite, cette vieille extrême droite qui sont quelque part des parias dans la culture française aussi, ce qui explique beaucoup de choses. Alors d'accord. Mais je ne vous interromps pas là-dessus, d'accord. Parce que c'est le programme économique de Mélenchon, à l'en croire. Marine Le Pen. Le programme économique du Front National, quand Marine Le Pen vous l'expose, elle se qualifie elle-même de révolutionnaire, ce qui dans sa bouche, je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen aurait osé dire je suis un révolutionnaire. Je serais tout à fait heureux de parler du programme économique du Front National, du caractère non révolutionnaire du Front de gauche, mais je voudrais d'abord parler de la droitisation. Donc cette espèce de glissement à droite généralisé, il s'explique par deux facteurs très lourds, en fait, facteurs sociologiques très lourds. Il y a d'abord quelque chose qui n'incite pas à l'idée de révolution, qui est le vieillissement du corps électoral. C'est-à-dire qu'on doit avoir un âge médian des électeurs maintenant qui est à 50 ans, et le vieillissement, ça implique, on apprend ça en sciences politiques depuis toujours, les électeurs plus âgés sont plus à droite, et partout dans le monde occidental, il y a une dérive à droite des corps électoraux qui vient du vieillissement. Il faut bien voir que ce vieillissement renvoie, bon, c'est pas un effet très sympathique, mais ça renvoie à des facteurs, je dirais, positifs antérieurs. Le vieillissement, il vient du fait que l'espérance de vie a énormément augmenté, que la société est de plus en plus paisible, le taux de suicide baisse chez les vieux. Donc tout ça, cette dimension du vieillissement qui explique le glissement à droite, n'incite pas à la panique. C'est triste parce que ça veut dire que les politiques économiques qui seront suivies seront défavorables aux jeunes, etc. Mais ça n'évoque pas l'extrémisation. Il y a un autre facteur lourd qui, pour nous, explique le glissement à droite généralisé, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la pyramide éducative. C'est-à-dire que si vous vous placez au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et si vous regardez avec l'éducation, je me rapproche quand même des concepts culturels, je fais un effort là, bon, je veux dire d'adaptation au terrain, mais c'est central dans le bouquin quand même. Donc pour nous, ce qui structure fondamentalement la société, avant même la structuration économique, c'est les niveaux d'éducation des gens, c'est ce qu'ils ont dans la tête en termes de compétences, de capacité à comprendre, à s'organiser. Et le monde d'après-guerre était un monde, je dirais, démocratique simple, dans lequel une énorme majorité, vous le voyez encore chez les plus de 60 ans, c'est-à-dire c'est un monde dans lequel tout le monde, ou presque, a fait des études, je dirais, primaires, c'est lire et écrire, est capable de participer à la vie politique en tant que citoyen, mais voilà, en tant que citoyen, peut-être un peu passif dans une certaine dimension, parce que plutôt récepteur qu'émetteur. Et puis une catégorie intermédiaire, un peu plus large, mais pas tellement plus large, de gens qui ont fait des études secondaires. Et vous avez en haut une toute petite minorité de gens qui ont fait des études supérieures et qui sont les leaders intellectuels, politiques, tout ce qu'on veut, mais c'est 5-10% maximum selon les époques. Et ça, c'est une société c'est la pyramide démocratique standard. On pourrait dire que c'est une société qui, même si la droite est au pouvoir, est sans le savoir orientée à gauche, parce qu'elle a en ligne de mire les privilégiés, soit pour les émuler,
plutôt si elle est de droite, soit pour les contester si elle est de gauche, mais c'est une société qui regarde vers en haut et vers l'avant. Et ça, c'est le monde d'après-guerre. Mais c'est quoi? C'est les 30 Glorieuses, ça? C'est les gens qui étaient actifs. Oui, c'est les 30 Glorieuses. C'est ce qu'on va trouver encore chez les plus de 60 ans. Hein. Bon. Maintenant, vous regardez les moins de 35 ans. On simplifie le modèle. Là, vous allez trouver une pyramide éducative inversée qui repose sur sa pointe. C'est-à-dire que le groupe, je veux dire, le plus important, alors je sais qu'il est de bon ton de décrier les études supérieures actuelles, mais chez les moins de 35 ans, le groupe le plus lourd, ça sera des jeunes qui ont fait des études supérieures. On critique sans arrêt les bobos comme si c'était une toute petite catégorie, mais en fait c'est une masse statistique considérable et c'est le gros, enfin c'est la partie la plus lourde des populations des grandes villes, des agglomérations avec université ou avec un potentiel technologique comme Toulouse et Grenoble. C'est-à-dire que la démocratisation de l'enseignement supérieur, elle a été massive. Elle a été massive, mais elle a fait apparaître une nouvelle inégalité, puisque l'élévation du niveau éducatif a cessé en 1995. Maintenant, on a un monde stable. Jamais le niveau éducatif n'a été aussi élevé, en fait. Tout le monde braille contre l'éducation, mais quand même, on est dans cet état. Mais ça a créé une nouvelle inégalité qui n'est plus celle d'avant, où il y avait beaucoup de gens peu éduqués, et puis quelques privilégiés. Là, on a une sorte de masse très éduquée en haut, une masse presque aussi importante d'éduqués du technique, qui ont fait de réels progrès. Je veux dire, on sous-estime l'importance de ces formations techniques. Et en bas de la pyramide scolaire, si on peut dire, on a 10-12% de gens qui sont restés, disons, calés au niveau de l'instruction primaire. C'est en ce sens que notre bouquin, Le Bras et moi, n'est pas du tout... Bon, il est plus optimiste que ce qu'on entend en général, mais il n'est pas du tout angélique. On a des cartes des difficultés de lecture dans l'espace national. Et, bon, donc vous avez ces 10% d'en bas. Et maintenant, cette société qui est bloquée économiquement et bloquée pour le moment en termes de stratification éducative, c'est une société qui regarde vers le bas avec une peur de retomber. Et une peur de retomber dans la catégorie intermédiaire des éduqués techniques. Pour nous, fondamentalement, je dirais c'est la partie la plus inquiétante de la droitisation. Alors, les éduqués supérieurs, les jeunes éduqués supérieurs d'en haut, ils ont une attitude paradoxale, parce qu'ils prennent dans les gencives, en vérité, toutes les difficultés de la globalisation, des baisses de niveau de vie, des stages pourris non rémunérés, mais ils restent orientés à gauche. Je veux dire, ils sont vraiment le cœur de l'électorat de gauche. Bien que la promesse de leurs études et de leurs diplômes n'ait pas été tenue en grande partie. Oui, mais si vous voulez, nous, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans l'analyse de ce qui se passe. Et en fait, je dirais, ce noyau qui est, je sais pas, le cœur avancé de la société moderne, chez des jeunes éduqués, je veux dire, reste de gauche et n'est absolument pas entamé par les idées d'extrême droite. Je veux dire, à la limite, on pourrait dire que c'est un mystère. Moi, je pense que c'est un rapport avec le cœur de la culture française qui est égalitaire. Je pense que la France reste, en dépit de toutes ces transformations, il y a toujours quelque chose en France qui renvoie à la Révolution française. Et la France est un pays où les jeunes éduqués ne dérivent pas à l'extrême droite. Il y a des pays où c'est comme ça. Et c'est ça qui vous conduit à relativiser le danger. Et c'est pour ça qu'il y a ce monde jeune, urbain, éduqué, qui est totalement réfractaire à la problématique du Front National. Alors maintenant, si vous regardez, l'électorat du Front National, ce n'est pas fondamentalement, pour nous, les 10% d'en bas. De toute façon, avec 10% d'en bas, on n'atteint pas 17% de vote Front National. Je crois, c'est la peur qui existe dans cette catégorie technique intermédiaire qui correspond aussi aux ouvriers d'industrie dont le mode de vie est foutu en l'air par une gestion économique déplorable et insensée, au-delà même des adaptations nécessaires. Mais là, les choses... Et donc, dans le bouquin, on a une analyse des phénomènes de relégation de ce monde populaire, mieux éduqué qu'avant, mais moins éduqué que les autres, et on met ça tout à fait en association avec le vote de Front National. Mais ce qui nous fait penser que le vote, comment dire, la montée du Front National a sa limite, c'est que, je veux dire, l'histoire n'est pas faite par les masses opprimées seules. Et en France, la régulation idéologique fondamentale, qui est une régulation égalitaire, etc., ancrée dans la catégorie supérieure et les jeunes, je dirais, n'est pas touché. Alors, il y a autre chose, et c'est pour ça que je voudrais quand même expliquer cette fin du livre qui pourrait paraître un peu optimiste. L'une des choses qu'on étudie, on est quand même, nous ne sommes pas aveugles
une certaine métamorphose du Front National. Et d'ailleurs, le dernier chapitre s'appelle « La métamorphose du Front National ». Ça aurait été possible, j'aurais pu ironiser ce soir en disant que là, tout le monde, moi, ça fait depuis 1988 que j'explique, je me vois sur un plateau de télé à Antenne 2, ridiculisé par tout le monde, parce que je disais, mais non, le Front National ne va pas prendre le pouvoir malgré ses 15%. Donc c'est une situation habituelle pour moi. Je constate 1988, 2013, je vous laisse calculer l'espace de temps, la progression du Front National a été de 2% dans ces plusieurs décennies. Donc, mais c'est plus exactement le même. C'est-à-dire que quand on a fait une analyse cartographique détaillée dans le bouquin, qui analyse aussi la relégation dans les zones hors des villes, mais cette relégation hors des villes, je veux dire, ça incarne une certaine forme d'impuissance idéologique. Le Front National et le parti, c'est un phénomène tragique, qu'on ne se méprenne pas. C'est absolument horrible que les milieux populaires français soient amenés à voter pour le Front National. C'est une honte. Mais est-ce que c'est vrai ça? Comment? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Les milieux populaires français sont pas en amenés à voter? Pas en majorité, mais le vote Front National, je dirais, est ancré dans les milieux populaires français. Mais même à l'intérieur de cette catégorie, il y a une évolution. C'est-à-dire qu'au départ, la motivation du vote Front National, le Front National a été quand même très très clairement... c'était lié sur la borduresse du territoire national, c'était lié à des modes d'habitat groupés, à phénomène d'explosion dans certains types de milieux urbains, mais il y avait aussi un lien fort à la présence d'immigrés d'origine maghrébine. Il y avait une corrélation qui était au-dessus de 0,8, on dirait en termes statistiques, le maximum c'est 1. Et dans toutes les années qui suivent, on voit le Front National qui s'éloigne de ce qu'on appelle avec Hervé ces bastions anti-maghrébins. Il bouge vers le cœur du système national, vers le centre, au sens large, pas les villes, mais les plaines, si on peut dire. Et la corrélation avec la présence de populations d'origine maghrébine baisse pour atteindre, dans les dernières élections, 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport. Et on voit le Front National se diriger vers une partie qu'on connaît très bien. Notre bouquin, c'est un bouquin d'analyse cartographique. C'est le vieil espace, je dirais, individualiste, égalitaire, révolutionnaire, déchristianisé central. C'est les pays qui ont fait la Révolution française, en fait. C'est les pays où je dirais, où le sentiment et où la sensibilité égalitaire est la plus forte. Et ce qui nous semble se dessiner, c'est une augmentation de la contradiction entre ce que sont vraiment les électeurs du Front National, qui sont plutôt des déçus de l'égalitarisme, en fait, des égalitaristes pervers, vous pourrez dire, des gens qui rêvent ou qui transforment en un truc étrange de votant, bon, on ne sait plus vraiment, et les dirigeants du Front National, qui sont, eux, la vieille extrême droite. Donc, évidemment, on est au milieu d'une crise. Évidemment, on est dans un système en faillite, évidemment. Mais la faillite, elle est beaucoup plus générale. C'est-à-dire, c'est l'ensemble du système politique qui est en faillite. On voit un président de la République qui n'est pas au pouvoir économiquement et qui ne fait rien. Donc, ce que j'imaginerais plutôt, alors on peut faire des modèles de sénilité générale du système, où on constate que les gens sont tellement âgés qu'on va juste s'endormir et s'appauvrir dans un désordre doux, il ne se passera rien, et dans ce qu'on appelait la décadence. Mais s'il y a encore des forces dans ce système, ce que j'imagine plutôt, c'est une crise systémique globale qui amènera des révisions déchirantes dans les techniques de gestion économique, d'orientation, etc., qui entraînera la disparition du Front National. C'est ça que je veux dire. Quand je parle de disparition du Front National, ça n'est pas du tout, je dirais, parce que tout le monde se sent bien, etc. C'est que la crise aura atteint un tel niveau de gravité qu'on va constater que même les milieux populaires n'arrivent pas à faire confiance à ces guignols de dirigeants du Front National et que c'est tout le système des partis qui sera remanié. C'est ça que je voulais dire. Mais en vous écoutant, et je vous donnais la parole à Bernard Stiegler, je me disais, les idées du Front National, parce qu'on a tous quand même été frappés par la dernière élection présidentielle, le meeting du Trocadéro, par exemple, de Nicolas Sarkozy, où c'était le grand meeting parisien de la dernière chance, quoi. Il fallait y aller, rattraper le retard, etc. Et vous savez tous les deux qu'il y a eu cette phrase qu'on donne à Patrick Buisson, mais qui devait tous penser, c'est qu'il aurait fallu 15 jours de plus. C'est-à-dire qu'on aurait fait une campagne d'extrême droite de 15 jours, finis, Emmanuel, 15 jours, 3 semaines de plus, on rattrapait Hollande. Non, mais ça c'est un truc extraordinaire. On est dans l'anti-politique fiction, ou dans la politique anti-fiction. On a eu
c'est une interprétation à rebours de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu une islamophobie d'État pendant 5 ans. On a eu un encouragement des idées du Front National qui est parti de la présidence de la République, de ses conseillers et de l'appareil d'État. Et dans ce contexte d'une, je dirais, prise en charge des idées du Front National par le pouvoir, on a vu le pouvoir en question perdre toutes les élections. Et ils ont même réussi à perdre le Sénat et avoir un Sénat de gauche. Et au terme de ce processus, avec l'affaire Mera en pleine campagne électorale, moi, au moment de l'affaire Mera, je me suis dit, c'est cuit, c'est fini. Je veux dire, on a un gosse cinglé d'origine maghrébine qui bute des militaires et des enfants juifs. Je veux dire, c'est ficelé, la thématique Sarkozy va passer. Non! Malgré ça, Hollande a été élu. Et quand vous regardez dans les sondages, effectivement, ce que vous voyez, c'est que les gens s'intéressent, la question de l'immigration, de l'identité, vient très en bas des préoccupations des gens. Donc pour moi, l'idée d'un discours, l'idée qu'il y a un malaise à droite, que l'UMP ne sache plus à quel sein se vouer, mais même l'UMP actuellement, je veux dire, ils sont dans une crise identitaire. C'est même marrant à quel point ils n'arrivent à rien dire sur l'économie. 65% de leurs électeurs sont d'accord avec une possible alliance avec le Front National. Oui, je crois que c'était le dernier sondage. Regardons ce que les gens font et ce qui s'est passé. Quand même, c'est très intéressant, les sondages d'opinion, mais les élections réelles sont beaucoup plus importantes. Et la vérité, c'est que cette droite a pris le pouvoir, qu'elle n'a plus de programme. Et d'ailleurs, actuellement, le sentiment qu'on a plutôt, c'est que il y a une vague prise de conscience du fait que sa tentative de coller au Front National l'a mené au désastre, et pour une raison qui m'échappe complètement, maintenant elle est sur les problèmes du mariage pour tous. Après avoir tenté de se ressourcer dans l'islamophobie, maintenant elle est en train d'essayer de se ressourcer dans la dénonciation des projets du gouvernement sur le mariage, etc. Ce qui est, en plus, on est en paradoxe complet, puisque l'une des caractéristiques de la période, c'est que justement la droite UMP a largué ses amarres avec le catholicisme, et les régions catholiques, c'est maintenant plutôt très souvent des bastions du PS. Donc on est... Elle a l'air tentée de vouloir les retrouver, effectivement. Elle essaye, mais la vérité, c'est qu'ils ramassent des espèces de noyaux intégristes résiduels, mais que les députés UMP qui s'agitent à la Chambre sont le plus souvent élus par des régions qui sont mécréantes depuis le milieu du XVIIIe siècle. Donc c'est vrai qu'on est en pleine confusion, mais ça a atteint un tel niveau, j'ai l'impression que ça a atteint un tel niveau que c'est plus à l'échelle du Front National, qui ne peut plus gérer ça. Alors Bernard Stiegler, est-ce que la crise systémique dont parlait Emmanuel Todd lui dit ça sera sa fin, ça sera justement la fin du parti de Marine Le Pen? J'aimerais bien penser comme lui, mais je ne crois pas du tout. Si vous voulez, on a une approche très différente, assez complémentaire d'ailleurs. Je n'ai pas eu le temps de lire tout votre livre malheureusement, mais bon, j'en ai quand même lu, pour tout dire, le début et la fin, ce que font les gens pressés en général, mais je lirai ce qui est au milieu. Mais dans ce que j'ai lu, même si on a des points de désaccord, c'est clair, mais ça ne me dérange pas. Parce que, bon, ce qui me dérange, c'est quand ce n'est pas de bonne qualité. Donc c'est un travail de très bonne qualité et je pense qu'on a des grandes complémentarités. Mais en revanche, on a une approche radicalement différente. D'abord, non, mais vous pouvez me rentrer dans le chou, ça ne me gêne pas non, du mais tout. J'ai le cœur dur. Ça, j'ai pas peur, Frédéric le sait bien, mais ça ne m'inquiète pas de rentrer dans le chou des gens. Mais bon, quand il y a lieu, il n'y a pas lieu. En revanche, ce que je veux dire, et c'est pour les auditeurs que je dis ça, pour les spectateurs, on n'a pas la même approche. On ne parle pas des mêmes choses en réalité. Moi, je le répète, je ne parle pas des électeurs du Front National, je parle des idées du Front National. Même si, évidemment, les électeurs du Front National véhiculent ces idées d'une certaine manière avec un passage à l'acte. Donc, vous voyez les idées qui se déplacent indépendamment des cerveaux ? Avec un passage à l'acte, oui, absolument. Parce que je crois que les idées, elles circulent avec les livres et pas avec les cerveaux. Mais elles circulent avec les médias, elles circulent avec des médiations techniques qui sont fondamentales, elles circulent avec les images, etc. Donc, ce n'est pas ce qui se passe dans la tête des gens qui m'intéresse, c'est les processus sociaux. Voilà. Donc, et sociaux à une époque industrielle et dans des contextes où la crise, parce que quelle est la crise? Il faudrait parler, c'est quand même lié à une crise. La montée de l'extrême droite, en règle générale, est une crise ou à une mutation. Bon, il faut qualifier ces comportements-là, ces tentations-là, ces processus régressifs-là, par rapport à des situations qui provoquent ces régressions. Alors, donc, je répète, ce qui nous intéresse, nous,
Bien entendu, les électeurs en tant que tels nous intéressent, mais plus profondément, ce qui nous intéresse, c'est la transformation idéologique de la société. Et moi, je prends le mot idéologique au sens ancien du mot. C'est-à-dire que je suis un vieux archéo-marxiste. Bon. Alors ça, là, on peut, Vous allez bien vous entendre. Mais- ça m'arrive de me penser comme ça. Mais bon, quand je dis ça, je corrige tout de suite parce que je ne suis pas marxiste. Pareil. Je suis très critique. Je suis très critique sur le marxisme, dont je pense qu'il n'a pas lu Marx sérieusement et qu'il l'a idéologisé au pire sens du mot. Mais pour moi, l'idéologie, qu'est-ce que c'est L'idéologie, c'est un voile sur un dispositif qui sert à leurrer les individus. Voilà. Donc, il n'y a pas des idéologies, comme on a écrit les idéologies du XXe siècle, Jean-Pierre Faye ou des gens comme ça. Il y a l'idéologie. L'idéologie, c'est un processus qui consiste à leurrer les gens. Et ce leurre, sur quoi repose-t-il Eh bien, sur toujours à un moment donné la désignation de causes du mal qui sont en fait des effets du mal. Donc typiquement le Front National avec les immigrés à un moment donné, parce que vous le montrez maintenant, l'immigration c'est moins le thème, mais ça reste un thème très fort, Alors, mais ça ça va finir par leur poser un problème, parce qu'ils sont vraiment loin de tout ça maintenant. Alors, Donc il y a un fossé qui s'élargit entre les thématiques anti-immigrés, islamophobes, etc., et puis la réalité sur le mais, terrain. si vous voulez, moi ce qui m'importe, c'est par exemple, vous parliez des bobos. Bon, je ne suis pas sûr que ce concept soit un concept. La part d'un démographe, ça m'étonne. Je pense que c'était plus pour le critiquer. le C'était concept. non, c'était oui, pour mais dire quand- qu'il quand ne vous gênait pas disiez si que on les admettait que quand vous c'était disiez l'avenir que et la les gens- majorité de la société. Ouais. Voilà, Vous pour disiez vous. que les gens qui ont reçu un enseignement supérieur sont des bobos, je ne crois pas du tout. D'abord parce que plein de gens qui ont reçu un enseignement supérieur, en fait, n'en font pas grand-chose parce qu'ils le trouvent très mauvais, ils n'y adhèrent absolument pas, ils n'y croient pas du tout. Et je pense que ce qui fait monter le Front National avant tout, et l'extrême droite plus généralement, c'est le cynisme généralisé, celui de Cahuzac, comme celui qui ne croit plus du tout dans son prof, ou le prof qui ne croit plus dans son élève, etc., etc. Il y a j'avais appelé ça il y a longtemps, une mécréance qui se développe, qui engendre un discrédit. Bon. Et ça, c'était un bouquin que j'ai écrit il y a 10 ans. Et ce processus-là, il est lié à des mécanismes industriels. Donc, ce que je crois, c'est que si vous voulez, il n'y aura pas de miracle, malheureusement, quant à l'effondrement de la progression du Front National. Vous avez dit tout à l'heure, ça je vous crois tout à fait, que depuis 88, il n'a progressé que de 2%. Mais ça, c'est très abstrait de dire les choses ainsi. Puisque vous parliez des bobos. Pour les types du Front je National connais- qui n'arrivent pas à se faire élire, moi, c'est quand même très non, mais ça, concret. je m'en moque de ces gens-là. Moi, ce qui m'importe, c'est je connais des gens qui sont de vrais bobos, alors là, pour le coup, qui habitent le cœur de Paris, où j'ai habité pendant un certain temps, que j'ai connus, qui sont agrégés de philo, etc., et qui sont devenus islamophobes. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est comment progressent des idées réactionnaires, on les appelait autrefois, c'est-à-dire des tentations régressives. Pourquoi ces processus régressifs se développent-ils Eh bien, c'est parce qu'il y a des processus de transformation qui se développent, avec le numérique par exemple, avec de très grandes transformations géoéconomiques, etc., et qu'on a l'impression qu'on n'y peut plus rien, et qu'on ne peut que le subir. Or, il y a quelque chose qui est très connu en psychologie, c'est quand vous subissez quelque chose, vous souffrez de quelque chose, et que vous ne savez pas expliquer pourquoi vous souffrez, vous en prenez à votre voisin. C'est mécanique. Ça fonctionne irréductiblement comme cela. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on analyse ces grands processus-là? Est-ce qu'on est capable de les analyser d'abord? Et si on est capable de les analyser, est-ce qu'on est capable d'en dessiner des alternatives? Autrement dit, vous avez une approche de démographe et d'anthropologue en un sens de l'anthropologie qui n'est d'ailleurs pas tout à fait le mien, parce que moi j'ai une approche anthropologique aussi avec André Leroy-Gourand, c'est une autre anthropologie. Et votre approche s'intéresse à des phénomènes, par exemple de mouvements sociaux, de mouvements historiques, de mouvements territoriaux, et c'est très intéressant. Mais on n'est pas sur le même plan d'analyse. Moi, je suis sur une approche, juste un mot, je suis sur une approche politique. C'est-à-dire que j'essaye d'aborder le phénomène du Front National comme un phénomène politique, pas comme un phénomène démographique, pas comme un phénomène d'histoire des mentalités. Et parce que ce que je considère, c'est qu'il ne faut pas se défausser sur des problèmes démographiques de l'irresponsabilité politique que nous avons eue, nous les gens de gauche. Et que la gauche ne traite pas le problème du Front National. C'est pour ça que le Front National domine. Non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Je ne sais pas si on serait d'accord sur le ciblage de comment la gauche ne traite pas le Front National, mais il me semble, en vous écoutant, d'avoir senti la vraie différence de méthode. C'est-à-dire que vous étiez dans une
dans des séquences explicatives qui renvoyaient une explication universelle de type technique, d'évolution, etc. J'ai bien compris. Et d'une évolution qui échappe aux hommes d'une certaine façon. Non, c'était d'ailleurs pas universel. Je vais dire ce que j'ai compris. C'est déterminé par des situations concrètes qui sont géoéconomiques, qui sont politico-économiques. Vous étiez dans ce que je ressentis comme dans un discours universel technologique et dans lequel les gens réels, les gens d'en bas, ou même les gens tout le monde, sont un peu dépassés et n'existent pas. C'est ce que j'ai senti. François Hollande aussi. François Hollande est dépassé. Voilà, tout le monde est dépassé. Oui, les gens sont dépassés. À part nous ici, qui maîtrisons absolument tout ce qui se passe. Voilà, vous deux peut-être, moi je ne suis pas sûr. Mais bon, poursuivez. C'est dépassé. Mais il y a quelque chose d'universel. Et honnêtement, l'un des trucs fondamentaux, des découvertes en fait, qu'on a fait avec mon copain Lebras dans ce bouquin, c'est qu'on était parti, on avait fait un bouquin il y a une trentaine d'années qui s'appelait L'invention de la France, dans lequel on analysait des différences territoriales dont on pensait qu'elles disparaissaient. Et là, on a vu, c'est que dans la plus extrême modernité, puisqu'on décrit plutôt une accélération du changement social malgré la crise économique, une accélération du changement des mœurs, etc. Je veux dire, ce qui nous a frappé, et ça a surpris, c'est qu'on a vu des phénomènes c'est plus que la rémanence ou la persistance. On a vu la façon dont la modernité restait guidée par les vieilles cultures régionales en France. Donc, par exemple, on voit à un moment donné le développement de l'éducation secondaire, supérieure, je veux dire qui décolle dans l'Occitanie, des vieilles régions de famille souche, et puis pour mener au pic, au sommet, au plafond pour les pessimistes de 1995, on voit les régions, ce qu'on appelle les régions catholiques zombies, de catholicisme zombie, c'est-à-dire les régions qui sont restées catholiques très longtemps, mais où le catholicisme vient de disparaître. La Bretagne, par exemple. La Bretagne, oui, la Bretagne, mais plein d'autres régions, à l'est aussi, qui atteint des sommets. Mais qu'est-ce que ça veut dire, si je me place par rapport à votre problématique? Ça veut dire que, existe encore dans l'espace national français des populations différentes, des groupes humains différents, qui sont quand même placés dans un même bain culturel, technologique, de modernité, et qui vivent, qui le portent, mais qui le portent à leur rythme et de façon différente. Les anciennes régions centrales, laïques, communistes, sont encore plus en difficulté que les régions périphériques. Et je pense que là, on est dans une vraie différence. Moi, personnellement, le caractère, l'idée d'une évolution historique qui est portée par la seule technique, qui est quand même quelque chose qui est très répandu. Je veux dire, c'est l'idée du marxisme. En vérité, c'est l'idée, à mon avis, de 95% des interprétations de l'histoire actuelle. Je veux dire, est une idée qui est dans... La technologie existe, le changement social existe, l'urbanisation existe, la crise existe, l'isolement des individus existe, mais il y a, je dirais, une diversité du contenu humain des sociétés, je veux dire, qui reste quelque part prédominant et qui explique pourquoi on est au début, au milieu, c'est la fin du commencement de la crise, actuellement. On rentre dans le gros de la crise avec des baisses de niveau de vie qui commencent en Angleterre, en France. Alors en Allemagne, ils ont obtenu des beaux résultats économiques en anticipant, provoquant la baisse du niveau, etc. Donc on est dans une crise qui commence sur un rythme lent avec des populations vieillies, quand même à avoir l'ampleur de celle des années 30, mais dans un climat beaucoup plus apaisé, où malgré tout, les hostilités de type xénophobe sont réglées beaucoup plus bas. Et je pense que ce qu'on va constater, on va constater la même chose que dans les années 30. C'est-à-dire une même crise d'un même capitalisme a provoqué le New Deal aux États-Unis, le Front populaire en France, une asthénie de bonne loi en Angleterre et le nazisme en Allemagne. Et à mon avis, on est au bord de ça. Et dans ce genre de choses, je le répète, l'orientation de gauche sans faille des jeunes ayant ce que je persiste à considérer comme une bonne éducation, même si elle est imparfaite, je veux dire, me dire que le cœur de la culture française n'est pas ébranlé. Et je pense que, mise au défi de réagir, la France tournera bien, malgré cette horreur qu'est sur les franges de Front National. Alors je rajoute juste une chose avant de laisser répondre Bernard Stiegler, c'est que là où vous insistez, Bernard Stiegler, c'est justement sur le problème politique. Parce que ce que vous dites, vous allez me corriger en très gros, c'est que la gauche
et plus particulièrement la gauche française, depuis 30 ans, Oui. sa réponse à la révolution libérale, au thatchérisme, au reaganisme qui commence au début des années 80, est nulle. C'est ça le constat que vous faites dans ce livre. Et d'ailleurs, vous attaquez, alors pour le coup, des pères intellectuels, parce que vous dites Deleuze-Guattari, le structuralisme, ça ne va pas. Ils oublient trop vite Marx, ils ne sont que structuralistes. Beaucoup plus proche de chez nous, quelqu'un qui est un peu une idole et qui a eu un immense succès de librairie sous Sarkozy, enfin immense, important pour lui en tout cas, Alain Badiou par exemple. Vous dites, traiter Sarkozy de pétainiste transcendantal, désolé, ça n'a rien à voir, c'est absurde. Et donc comme ça, vous faites un séquençage des différentes réponses de la gauche française depuis, oui, 30, 35 ans, et vous dites, ces réponses sont plutôt nul et non avenu. Et c'est aussi à cause de ça, et évidemment là je fais avancer notre soirée, que la gauche se retrouve dans cet état-là à cause de ce déficit intellectuel. Et d'ailleurs je demanderai à Todd ce qu'il en pense, parce que là je ne suis pas sûr que vous soyez tant en désaccord que ça. Mais c'est à peu près ça. Oui, oui, absolument. Bon, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a eu un désinvestissement de la question idéologique, de la critique de l'idéologie comme on l'appelait dans les années 60. Bon. Un désinvestissement qui est en fait lié à un échec de cette critique, un échec patent, et un problème de fond, alors là qui touche carrément à la philosophie de Marx. Vous savez bien que Louis Althusser a décrété que l'idéologie allemande était un texte mineur, que ce n'était pas le vrai Marx qui était en jeu là, et moi je pense exactement le contraire. Je pense que là où Marx est très très important, c'est dans l'idéologie allemande qui annonce qu'il va être traité dans ce texte qui s'appelle Les fondements de la critique de l'économie politique, qui s'appelle en allemand Grundrisse. Alors, ça, c'est le noyau du problème, et ça renvoie à la question de la technique. Mais je voudrais répondre un peu à Emmanuel Todd sur la technique. Moi, je ne dis pas du tout que c'est la question en question, que ce qui est en question, c'est la technique. Ce que je dis, c'est que l'homme, c'est comme disait Georges Canguilhem, la forme technique de la vie. C'est-à-dire qu'un être humain, une société humaine, c'est traversé par des processus techniques, et ces techniques évoluent. Aujourd'hui, elles évoluent à peu près 10 000 fois plus vite qu'au Moyen-Âge, qui elle-même déjà évolué à peu près 10 000 fois plus vite qu'à l'époque préhistorique, puisque si on reprend le chopper, qu'est-ce que c'est que le chopper? Ça dure 1 million d'années, c'est-à-dire en 1 million d'années, on a un objet technique qui quasiment n'évolue pas, et au fil des évolutions, c'est pour ça que je citais le roi Gourand tout à l'heure, on a une accélération extraordinaire de cela. Moi, je ne suis pas du tout un déterministe, en aucun cas. Marx ne l'était d'ailleurs pas non plus sur ces questions-là, contrairement à ce qu'on dit, en tout cas pas dans l'idéologie allemande. Par contre, ce que je dis, c'est que tous les phénomènes humains, y compris la reproduction humaine, donc la démographie, sont surdéterminés par des processus techniques ou conditionnés, je préfère dire conditionnés. En 1995 ou 16, si je me souviens bien, Viviane Forester a publié un livre qui s'appelle « L'horreur économique ». Personnellement, j'ai trouvé ce livre remarquable. Pas tellement parce qu'on a été retenu, parce qu'on a retenu la dénonciation, etc., qui parfois pouvait même, comment dire, paraître rhétorique, mais je ne crois pas que ça l'était, mais ce qui m'a importé, c'est 3 ou 4 pages où Viviane Forester dit, en fait, le capitalisme, qui est extrêmement pragmatique, qui ne théorise pas, s'est emparé d'un processus que la gauche est totalement incapable de penser, qui s'appelle la cybernétique. Et il faut relire ces pages aujourd'hui, parce que c'est vraiment lumineux, et ce qu'elle est en train de décrire, c'est la manière dont la révolution conservatrice s'est emparée d'un processus de modernité et de progrès technologique. La gauche, en France en particulier, vient des Lumières, à travers la Révolution française. Le mot gauche et droite vient de la Révolution française. Et qu'est-ce que ça a été que ce discours-là, de la gauche? C'était un discours de progrès, qu'on appelle le progressisme au XXe siècle, et le progrès au XIXe siècle. Ce discours accompagnait de manière fondamentale, agençait de manière fondamentale, l'avancée des sciences, l'avancée des techniques corrélatives aux sciences, l'avancée du progrès social, c'est-à-dire de la justice sociale, de l'éducation, etc. Au tournant des années 70-80, la révolution conservatrice est arrivée et a liquidé tout cela. Comme tout le monde le sait, en disant le problème, c'est l'État qui n'est pas la solution, enfin le gouvernement, dit Reagan, et il n'y a pas d'alternative. La gauche n'a jamais répondu à ça. Et là, quand je dis la gauche, je ne parle pas de François Hollande ou du Parti communiste ou je ne sais pas quoi, je parle des intellectuels de gauche. Il n'y a pas eu de prise en charge de ce qui s'est passé là. Il n'y a pas eu de critique parce que ça s'est passé à peu près au moment où le marxisme était en train de s'effondrer, etc. Et il y a eu une désertion de ces questions par pratiquement tous les grands intellectuels, moi compris. Enfin, je ne me mets pas parmi les grands intellectuels, mais je veux dire, en tant qu'intellectuel, j'ai aussi déserté ça, parce qu'il y avait une espèce de sidération par rapport à un phénomène qui se développait et dont on voit les conséquences maintenant.
Je voudrais rappeler que, on ne le dit pas suffisamment, quand est-ce qu'est apparu Jean-Marie Le Pen en tant que Front National? Dans les années 70. 78. Création du Front National. C'est 72 la création du Front 72, National. pardon. Il commence à apparaître sur la scène politique en 78 et il perce, comme tout le monde le sait, en 83 à Dreux et en 84 aux européennes. Je rappelle comme vous qu'en le rappelez. 81, il n'a pas ses 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle, pour dire d'où on vient quand même. Eh bien, Le Pen se présente comme le Reagan français, c'est-à-dire qu'il prétend incarner la révolution conservatrice. Aujourd'hui, Madame Le Pen, ou Mademoiselle Le Pen, je ne sais pas comment on l'appelle, elle veut rompre avec tout cela. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle veut rompre avec tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, la révolution conservatrice, tous les Français en souffrent et reconnaissent cette souffrance. Or, qu'est-ce qu'ils attendent de la gauche? Une critique radicale de la révolution conservatrice, c'est-à-dire de l'ultralibéralisme. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, ils se tournent vers le Front National, et pas simplement les électeurs du Front National, parce que je suis convaincu qu'il y a plus de 40% des gens qui partagent l'idée, qui ne voteront pas pour le Front National parce qu'ils pensent que ce n'est pas sérieux politiquement, mais qui diront néanmoins que ça correspond à ce qu'ils pensent. Et donc, si on ne prend pas ça en charge de manière absolument résolue et sans se voiler la face, il faut arrêter de faire de la dénégation, parce que c'est ça qui rend les gens fous. D'entendre dire que tout va bien, Madame la Marquise, à longueur de journée, alors que tout se casse la gueule, les gens ne le supportent plus. Et l'enseignement, vous dites ça croit, mais c'est pas vrai. L'enseignement ne marche pas. Dans notre livre, il y a des cartes des difficultés de lecture en France. Non, mais c'est pas des gens qui sont dans l'angélisme ne font pas des cartes des difficultés de lecture. C'est pas simplement une question de difficulté de lecture. C'est une question que les gens n'y croient plus. Les universitaires n'y croient plus, d'ailleurs, il y a qu'un truc qui pense, c'est de foutre le camp de l'université parce que c'est une catastrophe. Les étudiants n'y croient plus, ils se disent on se revoit à l'abattoir. Même dans les écoles, les grandes écoles, il y a maintenant un doute fondamental. Il faut acter cela. Moins qu'ailleurs, quand même. Moins, bien évidemment. Parce que le système français Bien entendu. reste totalement orienté vers ces grandes écoles, quand même. Il y a un système qui produit un discrédit radical à la banque, une insolvabilité généralisée, etc. Et ça, les gens le vivent. Et comme les seuls à le dire vraiment, c'est les gens du Front National, eh bien, on se tourne vers eux. Non, mais d'abord, vous dites Emmanuel tout le temps Todd. que les gens du Front National disent des choses qui seraient des réponses, etc. C'est juste pas vrai. Mais je ne dis pas qu'ils disent des réponses. Vous voyez, moi, je suis contre cela. c'est vraiment, ils font Non, des mais ils bruits. captent. Voilà. Non. Mais en ce qui Ils concerne captent les idéologies et la Je vision... vous réponds juste là-dessus, Emmanuel Oui. Todd. J'ai eu Marine Le Pen en face de moi, Oui. et à ma grande surprise, je ne vous Oui. dis pas qu'elle Oui, est oui. sincère, je ne Oui. peux même pas sonder son cœur, Oui. mais elle ne parlait que de protectionnisme, thème que vous connaissez bien, je crois. Oui. Elle parlait de protectionnisme européen, elle partait Non, elle parlait pas... Je peux Elle pas, employait ces mots. C'est un débat que j'ai eu 1000 fois. Emmanuel, elle employait ces mots-là. Mais je veux dire, moi, j'ai fait rééditer le classique du protectionnisme qui est Friedrich List. Et en fait, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous démontrer facilement que quand il parle de protectionnisme, les gens du Front National ne savent pas de quoi ils parlent. D'accord. Ils parlent, je veux dire, on ne fait pas du protectionnisme en désignant à l'intérieur de l'espace protégé un groupe bouc émissaire qui détruirait l'être national et les raisons de la bien protection. volontiers, mais Donc, le fait qu'elle s'empare de ces mais non, mots-là mais- est bah, un indicateur ou non? mais je veux dire, c'est un indicateur de fascisme de base. Les fascistes ont toujours été des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Si vous voyez, par exemple, moi je me souviens une époque où tous les gens commençaient à se gargariser de trucs. Ah là là, oui, le Front National de Papa, Le Pen, était infect avec son ultralibéralisme, mais maintenant c'est merveilleux. Marine Le Pen parle d'intervention de l'État, elle a un discours quasiment socialiste. Et moi, j'avais fait une interview dans Libé à l'époque, en disant, bah oui, bah voilà, c'est ça. Maintenant, elle parle comme le national-socialiste. C'est un vrai parti fasciste. Au moins, quand il mêlait des thèmes, voilà. Mais je voudrais revenir sur, comment dire, sur la mise en cause de la gauche, qui va être le sujet qui va occuper la France pendant les 4 ans qui viennent maintenant. Le problème, ça va être la légitimité de la gauche à gouverner. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, je dirais, dans un premier temps, je ne pense pas, quand on pense révolution néolibérale, conservatrice, etc., tout ça existe. On peut en faire une généalogie, on peut voir un démarrage aux États-Unis et en Angleterre, on peut voir l'extension des thèmes, et on peut avoir tendance à voir l'idéologie comme un truc qui se répand à partir de volontés très précises. Ça existe. Les gens qui font de l'idéologie ont un projet, mais quand même, derrière la montée des thématiques ultra-individualistes dans l'ensemble du monde occidental, et jusque dans des pays comme la Suède, l'Allemagne ou le Japon, qui sont au départ des sociétés très collectivistes, il y a beaucoup plus
profond que l'idéologie, il y a une évolution des mœurs vers l'individualisme, qui d'ailleurs, dans toutes sortes de dimensions, n'est pas une chose négative. Les gens ont oublié ce que c'était que la contrainte sur les individus dans le monde ancien, pauvre, très mal éduqué, la violence des rapports familiaux. Il y a eu une certaine forme d'émancipation de l'individu. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les jeunes d'aujourd'hui, quoique appauvris, ne sont pas complètement hystériques, c'est que malgré leur appauvrissement, ils ont quand même des vies qui sont fondamentalement plus intéressantes que celles des gens de ma génération quand on était jeune. Il y a encore, je veux dire, il y a encore, non, je suis désolé. Je veux dire, je vois les côtés positifs des voyages d'Internet et tous ces trucs-là. Je pense que, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, je trouve que les rapports intrafamiliaux sont beaucoup plus civilisés actuellement. Et c'est cette base. Bien que vous disiez ça parce que vous étiez jeune dans les 60s et les 70s. Ouais. Vous savez que ça fait rêver tout le monde, Emmanuel, quand même. Je veux dire, c'était un monde. Vous êtes au courant. C'était un monde de gamins inhibés, violents, hystériques. Bon, on vous répondra que c'était un monde de plein emploi, de non-angoisse du chômage, où on pouvait glander entre 20 et 25 ans sans se retrouver dans le ruisseau. Oui, c'est vrai. Enfin, voyez, c'est vrai. C'est des clichés là que je vous dis. Hein, non, mais ces clichés tout ça est vrai. C'est Bon, vrai que à l'époque, quand on était d'origine bourgeoise, il suffisait de passer le bac et on s'en foutait. Il n'y avait pas cette pression, mais la vie continue, elle reste intéressante, elle est aussi ou plus intéressante. On ne va pas commencer à pinailler, toutes les vies sont intéressantes à un certain niveau. Mais il y a eu cette montée en puissance de l'individualisme qui est un truc, je m'excuse, démographique et anthropologique profond, et c'est ça qui a permis, sur la surface des choses, la pénétration, la victoire de l'idéologie néolibérale. Et j'aurais tendance à voir... c'est en ce sens que c'est vrai que la financiarisation, la liberté du fric sont les enfants, malheureusement, de l'émancipation de 68 ou de choses comme ça. Ce n'est pas complètement faux, mais l'émancipation des individus en elle-même est quelque chose de bien. Donc dire que c'est la faute de la gauche ou de ne pas avoir répondu, ou la droite de l'avoir fait. De toute façon, il y a certaines réformes néolibérales qui sont parties de la gauche en Angleterre, etc. Je trouve que c'est un peu superficiel. Donc là, on est à un moment particulier dans l'histoire des sociétés occidentales où la machine se bloque. C'est-à-dire la machine économique se bloque pour des raisons techniquement très simples. Alors là, il faut passer au stade économique. Si on passe plusieurs décennies à repomper tout l'argent vers le haut de la structure sociale, c'est-à-dire vers les riches qui ont trop d'argent, etc., évidemment, la machine économique, c'est un keynésianisme de base. Évidemment, il y a un moment donné où la machine économique doit s'arrêter. Et actuellement, ce qu'on vit, c'est l'arrêt de la machine économique par excès d'accumulation de fric au cerveau. Vers le haut. Vers le haut, c'est tout. C'est là qu'on n'a pas dit. C'est là où je pense que vous divergez vraiment. Et donc, mais, je veux dire, ce problème, ce vaste problème technique et moral se produit dans le contexte de populations plus éduquées, plus paisibles, plus vieilles, peut-être trop civilisées, et en tout cas trop atomisées, et où la société, je dirais, n'est pas capable de réagir. Et c'est ça, mais ça dépasse complètement. Alors, je voudrais dire un mot sur la gauche et la droite en France, parce qu'on a vraiment fait... Et après, Attendez, vous le direz après. Parce que alors voilà, ça sera mieux. Si, vous avez le temps. Il va vous répondre et vous le direz après, parce que ça m'intéresse. Je voudrais dire pourquoi le Parti socialiste a un petit problème avec l'idée d'égalité. Parfait. Nous sommes au cœur de notre désaccord, parce que là, nous avons un désaccord fondamental. Ça monte. Nous avons un désaccord fondamentalement, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a un problème de redistribution, etc., et que c'est un dysfonctionnement d'un dispositif qui canalise trop, ça bien entendu qui canalise trop, hein, mais je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le consumérisme est épuisé et que tout ce que vous dites à propos de l'individualisme, c'est un processus qui est inscrit dans une fabrication comportementale qui a été mise au cœur du consumérisme et que ça, les gens n'en peuvent plus parce que ça détruit littéralement leur capacité à produire leur vie eux-mêmes. Et moi, je ne dis pas que c'est la faute de la gauche, la situation, comprenez-moi bien. Ça ne m'intéresse pas, les fautes, en plus, les culpabilités. Je dis, en revanche, qu'il y a une responsabilité de la gauche. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une faute. Et surtout, dans ce bouquin, qui est un bouquin collectif, quand même, qui est aussi issu d'un travail collectif, ce que nous faisons, d'abord, nous ne disons pas du tout que Mme Le Pen fait des propositions qui sont intéressantes, etc. En aucun cas. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on dit, ce sont des leurs, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ce que nous disons en revanche, c'est qu'il faut nous faire des propositions, et nous en faisons.
C'est-à-dire que c'est un livre qui ne se présente pas simplement comme une analyse pourquoi il y a des gens qui votent pour le Front National ou qui partagent ses idées, etc. Ce qui nous paraît très important, y compris parce que ces gens qui votent pour le Front National sont des gens qui souffrent. Il faut s'intéresser à leur souffrance, c'est fondamental, c'est une responsabilité politique primaire, primordiale. Mais surtout, nous cherchons, à travers cette analyse, à proposer des alternatives. Et donc, ce n'est pas un discours simplement d'analyse sociologique ou je ne sais quoi, c'est un discours qui dit il y a des alternatives. Où sont ces alternatives? Eh bien, dans le fait qu'il y a eu une première époque industrielle qui a été le 19e siècle, avec laquelle les États-Unis ont rompu au début du XXe siècle, dans un contexte de crise d'ailleurs qui s'est engendré aussi dans un contexte extrêmement douloureux qui a conduit d'ailleurs à une époque de fascisme. Et nous vivons maintenant une période de ce type-là où le keynésianisme, ça n'est plus la question. Ça n'est plus la question parce que le keynésianisme, c'est quelque chose qui s'articule avec le fordisme dans une espèce de compromis entre Ford, qui est un ultralibéral, mais son système ne fonctionne pas dans un système purement ultralibéral, et Keynes et Roosevelt qui, dans un contexte critique qui survient après 4 ans après une très grosse crise financière, qui finalement crée un système qui va effectivement lancer le consumérisme au sens fort, qui va lui-même migrer en Europe. Le marketing. Non, en fait, le Et qui consumérisme, repose sur en le fait, marketing. avait commencé aux États-Unis dans les années 20. Hein. Non, mais c'est ce que je dis. Oui, c'est ce ça. que Je je crois dis. que vous êtes Oui. d'accord. Mais non, mais parce c'est ce que- que je dis. J'ai écrit de nombreux livres sur le sujet et je connais assez bien ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Non, là où vous partir... n'êtes pas d'accord, si je vous comprends bien, c'est que Bernard Stiegler dit que ce n'est pas l'absence de consommation ou de redistribution qui est le problème, c'est la consommation elle-même. Et il faut changer de système. C'est-à-dire que, par exemple, quand François Hollande dit qu'il faut retourner à la croissance, je crois qu'il se trompe gravement. Parce que le modèle de la croissance, c'est un modèle, le mot croissance même, tel qu'on l'utilise avec des indicateurs de croissance, etc., il était fabriqué à l'époque de Roosevelt. Et ça ne fonctionne plus et ça ne fonctionnera plus jamais. Plus jamais. Et ce qu'attendent les gens qui votent pour le Front National, pour le Front de gauche, ou pour François Hollande, ou pour Sarkozy, ou je ne sais qui, ce qu'ils attendent, c'est, ils le savent ce que je suis en train de vous dire, ils le savent très bien. Ils font de la dénégation par rapport à ça, parce que ça les angoisse, comme vous et moi, mais ils le savent profondément. Tout le monde sait que le système ne peut plus repartir sur ces bases-là. Et donc ils attendent des perspectives. Et ce qu'ils voient, c'est que l'Europe ne produit aucune perspective. Les États-Unis en produisent. Pas des bonnes, à mon avis. Là-dessus, on est d'accord. Pas des bonnes. La Chine en produit. Pas des bonnes non, Non, là, plus. on n'est pas d'accord. Si elle en produit, parce que je peux vous dire qu'en Chine, il y a des gens qui construisent des scénarios. On construit surtout des ponts. Non, détrompez-vous. Je suis allé, moi, en Chine pour tenir ce discours en disant aux Chinois qui m'avaient invité, vous n'avez pas compris. En avant. C'est la philosophie pro-chinoise. Non, mais je ne suis pas du tout là-dedans, moi. Vous savez, pas du tout, du tout. Non, il ne faut pas ironiser comme ça. Oh, si. Non, c'est pas au niveau du débat. C'est trop facile. Non, mais ce que vous dites, c'est que, selon vous, par exemple, pour prendre l'exemple de la Chine, c'est qu'il ne s'agirait pas d'un retard de croissance ou d'un rattrapage de croissance. Il faut passer à autre Vous chose. dites qu'il s'agit d'un nouveau D'une modèle. nouvelle politique industrielle, d'un nouveau modèle industriel. Ça, ils le savent. Il n'est pas bon dans la manière dont ils le conçoivent, mais le problème, pas de savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon, le problème est que nous n'en avons pas. Quand je dis nous, je ne parle pas des Français, mais les Emmanuel Européens. Todd réponse, mais surtout, vous allez nous dire en quoi le Parti Socialiste a un problème. Vu qu'on va recevoir ses élus dans une demi-heure, Oui, c'est ça. Bon, ça m'intéresse. Sur les questions de gestion économique et de désir des gens, moi, je reste dans l'idée que, on est dans un problème économique. Il y a une fuite de la production hors de l'espace européen qui est mal gérée, avec une monnaie unique qui ne marche pas, dont il faudrait se débarrasser. C'est tout un débat. Mais en ce qui concerne la gauche et la droite, on est dans une situation bizarre dont l'analyse, je crois, peut contribuer à comprendre le désarroi spécifique du Parti socialiste et de la droite. C'est-à-dire que le cœur historique de la gauche française, c'est cette région centrale avec les valeurs de liberté, d'égalité, dans la famille, dans l'irreligion, ni Dieu ni maître, et ces choses-là. La France qui a fait la Révolution. La France qui a fait la Révolution. Et puis les valeurs de hiérarchie, merci notre maître, la France catholique, les vieux bastions de la droite. C'est une constellation périphérique avec l'ouest, intérieur, breton, le Pays Basque, le sud-est du Massif central, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes. Visiblement, j'ai le truc. C'est une sorte de constellation périphérique, un tiers du territoire. Et la France normale, c'était la gauche domine le système national au cœur, avec ses libertés d'égalité. Et puis, il y a une résistance des bastions périphériques. Et la carte de la droite a toujours ces bastions. Et là, ce qu'on constate, c'est que toute la croissance du Parti socialiste, c'est
où l'essentiel de sa croissance s'est faite dans les pays catholiques dont la religion catholique refluait, qui étaient en apparence en cours de laïcisation, mais on a vu que sur toutes sortes de paramètres, elle gardait des traits culturels catholiques fondamentaux. Et maintenant, les bastions principaux de la gauche française et du Parti socialiste sont dans des vieilles terres catholiques. L'archétype, c'est la Bretagne, où 70, Jérôme Fourquet de l'IFOP nous a donné des sondages de catégories sociales régionalisées. Donc vous allez trouver en Bretagne 70% des ouvriers qui ont voté Hollande au deuxième tour. Et ça, on est en pays catholique. Je veux dire, donc on a une gauche qui a ses bastions maintenant en pays catholique. Et puis alors, vous prenez la Champagne. Vous décrivez une France inversée. Une France inversée. Alors, et puis vous prenez la Champagne, même chose. Alors là, vous trouvez qu'au deuxième tour de la présidentielle, la majorité des milieux populaires de Champagne ont voté Sarkozy. Et quand on connaît l'histoire de France et quand on voit que c'était l'une des régions du cœur de la Révolution française, on hallucine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et ça contribue à expliquer le désarroi de tout le monde. C'est que les bastions de la droite maintenant, qu'elles soient UMP et Sarkozy, je pense qu'on pourrait tomber d'accord sur le fait que les problèmes d'interaction UMP-Sarkozy sont vraiment UMP, Front National, sont quand même les problèmes de l'avenir immédiat. Mais on voit oui, hein. Comment ? Tout de même. Oui, non, c'est un type raisonnable. Et voilà, un type raisonnable. Mais donc, on voit les bastions de la droite qui sont en terre, certes libérale, individualiste, mais égalitaire. Et puis, on voit les bastions de la gauche qui sont, pour les plus importants, dans des régions qui n'ont pas tellement été chaudes pour la Révolution, qui ne croient pas tellement en l'égalité, qui sont de tempérament plutôt autoritaire, et on peut comprendre la folie du système politique français actuel. Je veux dire, une gauche dominante dans des régions qui ne croient pas fondamentalement en l'égalité, une droite dominante dans des régions, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression d'un piano désaccordé. Nous sommes d'accord. Hein, et donc on a un piano désaccordé. Donc vous êtes d'accord sur ce constat. Mais tout ça annonce le grand bouleversement qui remettra les choses en ordre. Je suis un optimiste de nature, je le reconnais. Tant mieux, vous avez bien raison. Voilà. Moi, de nature, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis contre le fatalisme. Que ce soit positif ou négatif, je suis contre. Merci infiniment à tous les deux. Hervé Lebras, Emmanuel Todd, Le mystère français, c'est dans la collection La République des idées au Seuil. Et le livre de Bernard Stiegler, lui, est chez Flammarion, Pharmacologie du Front National, suivi du vocabulaire d'Ars Industrialis, donc l'association que vous dirigez, par Victor Petit. On va se retrouver, on a pris un tout petit peu de retard, mais pas trop. Merci à nos deux invités. Dans 26 minutes, avec Edoui Plenel, toute la rédaction de Mediapart et 6 élus de gauche, de la gauche dans sa diversité, pour essayer de répondre à cette question. Mais mon Dieu, qu'est-il en train de nous arriver ? À tout à l'heure. Merci beaucoup.